Bienvenue sur Viens voir, un village, des visages, des histoires, juste des gens d'ici, des souvenirs, des idées, des rêves à partager. Ensemble, on crée un lieu vivant, un miroir, un carnet de bord, une parole libre, parce qu'ici, chacun compte et que raconter le village, c'est déjà le faire vivre. Nous avons rencontré Huguette Bonomi, la présidente des Amis de Viens, viensoise de longue date. Mais moi, j'aime bien travailler dans la vie associative parce qu'avant, j'étais professionnelle, donc maintenant, je suis bénévole. Et je trouve qu'il y a plein de choses à faire dans ce village, comme dans d'autres villages, qui est relativement abandonné au niveau de certains bâtiments qui ont une valeur historique très importante. Et je pense qu'il faut inventer des choses pour se transmettre le patrimoine aux plus jeunes, de différentes manières. Et ensuite, ce qui a permis qu'il y ait un certain nombre de bâtis importants qui ne tombent pas en ruine, comme le four à pain, le moulin à huile, l'église Saint-Féréol et l'église de Saint-Paul. Tout ça, c'est des réalisations des Amis de Viens, qui après ont été plus ou moins financées par la commune ou par une propriétaire privée. Mais c'est les Amis de Viens qui ont sauvé tous ces bâtiments. Et c'est une façon de transmettre le patrimoine et de faire connaître de façon plutôt ludique ou intéressante, comme les chantiers de pierre. Maintenant, c'est connu dans tout le département et on a des gens qui viennent le dimanche et qui habitent de l'autre côté du Luberon Sud, par exemple. Les Amis de Viens ont été créés en 87, après une grande manifestation devant la mairie pour empêcher l'enfouissement de déchets ultimes dans la carrière de Triclavel. Suite à ça, les Amis de Viens ont décidé de se donner comme priorité tout ce qui concerne l'environnement et tout ce qui concerne le patrimoine. Ces 6 dernières années, nous avons développé plusieurs projets en fonction des besoins de la commune et en fonction des compétences des membres des Amis de Viens. D'abord, nous avons créé un livre avec Raoul Marin. Nous avons mis en œuvre, c'est-à-dire débroussailler plus balisé, des chemins communaux qui n'étaient plus utilisés, donc il y en a 7. Nous remontons les murs du jardin Saint-Hilaire, c'est-à-dire les jardins qui sont sous l'église, qui ont été achetés par la municipalité précédente. Voilà, avec un murailler professionnel et des bénévoles. Nous en avons fait 78 mètres depuis 5 ans, linéaires. Nous avons mis en place des visites guidées très bien sourcées puisque des collègues travaillent à partir des archives départementales d'Avignon. Le dernier chantier qui nous occupe beaucoup, qui nous prend beaucoup la tête, c'est depuis 4 ans les futurs travaux de l'église de Saint-Hilaire. Donc nous travaillons avec la DRAC, avec des archéologues en permanence et nous sommes plus ou moins assistants au maître d'ouvrage, c'est-à-dire que nous secondons les élus municipaux dans un certain nombre de dossiers et de problèmes techniques. Voilà. Je vais relire cette première phrase. Puis, virgule, en rôdant par tous les coins de cette demeure qu'elle allait abandonner, virgule, elle monta, virgule, un jour, virgule, dans le grenier, point, à la ligne. Lors des rencontres entre villages organisées par les foyers ruraux, nous avons assisté à la dictée. Cette épreuve était animée par 2 professeurs émérites, Jean-Pierre Fabre et Frédéric Cerf. L'importance d'une dictée, à mes yeux, c'est quand même de connaître l'écriture de sa propre langue, ça me semble une évidence, et puis ça permet une ouverture d'esprit, parce que connaître la langue, savoir l'écrire, ça ouvre les perspectives de lecture aussi. Et après, nous tombons dans un cercle vicieux, c'est-à-dire quelqu'un qui lit beaucoup deviendra meilleur sur le plan orthographique.
Moi, je suis très favorable à ce que la dictée soit remise au goût du jour, y compris dans certains établissements scolaires où elle me semble un petit peu délaissée. Puis, virgule, en rôdant par tous les coins de cette demeure qu'elle allait abandonner, en rôdant par tous les coins, elle monta, virgule, un jour, virgule, dans le grenier, point. Point final, fermez les guillemets. Délibération du jury. Les résultats sont les suivants. En première position, 19,5, Monsieur Jean-Pierre Perron. Et ex aequo avec Madame Annie Savouillan. Je suis très fier. Très fier. Je n'ai qu'un regret, c'est que ça ne m'a pas rapporté le sou. Mais pour le fun, je suis très très fier. L'artiste que nous avons rencontré aujourd'hui s'appelle Françoise Chauveau. Ah bah oui, j'aime la couleur depuis que je suis née, ou presque. Je me rappelle d'un petit pull rouge et blanc que j'adorais. Je devais avoir quoi, 2 ou 3 ans. J'avais le même en bleu. Et je me rappelle aussi d'un pantalon bordeaux chiné que la petite souris avait caché sous mon oreiller. J'avais perdu une dent, mais je me rappelle plus laquelle. Et des bouquets de zinnias, si beaux, si colorés, que je choisissais avec amour pour ma mère qui m'envoyait au marché les acheter. Par la suite, la couleur a toujours eu de l'importance pour moi. La couleur, c'est ma vie. En tout cas, c'est la vie. Le rouge, c'est ma couleur préférée. C'est une couleur fétiche pour moi. C'est la passion qui marque toutes mes toiles. J'aime aussi le jaune, bien sûr. C'est la couleur de la lumière. Et les verts, qui célèbrent la fraîcheur et la force de la nature. Ainsi que toutes les nuances de bleu, céleste et bienveillante. Quant au noir, je l'adore. J'y mets presque toujours un peu de bleu, ce qui le rend encore plus mystérieux et plein de promesses. La peinture, pour moi, c'est comme un saut à l'élastique, une grande aventure dans l'inconnu, dont je dois sortir victorieuse. L'équilibre de ma toile devant correspondre à mon équilibre intérieur. Et là, alors, je l'évite. Oh, c'est le téléphone. Comme chaque année, a eu lieu la fête votive de Viens, organisée par le comité des fêtes. Donc l'association du comité des fêtes a été créée en mai 1975 pour organiser la fête votive du village qui se passe au mois d'août. On fait venir beaucoup d'orchestres, les concours de boules les après-midi, le vide-grenier le dimanche. Et pour financer cette fête, on fait des repas. Donc en juillet, la soucoupiste, en septembre, la yoli. Et un auto en janvier. Bonsoir, bien, est-ce que vous allez bien? Nous sommes allés à la rencontre de Ronan Pipeau, murailler à Viens. Alors, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans la construction des murs en pierre sèche.
Donc un mode de construction dans lequel on n'utilise que de la pierre et où on proscrit tout le mortier. Donc un des gros atouts du mur de pierre sèche, c'est déjà ça a permis de remettre l'assiette de la pente à plat. C'est-à-dire que ça a permis de limiter l'érosion. Donc l'eau n'arrachait plus la terre pour l'emporter au fond des vallées. Et ça a permis d'augmenter l'optimisation et la pénétration de l'eau sur la terrasse. Cette eau restait piégée, mais le mur étant constitué de 30% de vide, celui-ci agit comme un drain et permet à l'eau de s'évacuer, ce qui évitait aussi de surcharger en poids la parcelle du haut. Ensuite, comme c'est plein de petits modules qui sont savamment, si je puis dire, agencés, pour essayer de résister au mieux à la poussée des terres, effectivement, c'est un ouvrage qui va être souple et qui permet de se déformer. Donc, il sera très pérenne dans le temps. Et lors d'une reconstruction, on va récupérer 100% des matériaux. Donc, c'est quelque chose qui, une fois construit, est intéressant parce qu'on a la matière première qui est sur place. Bien qu'il faille toujours en rajouter un petit peu. Donc ça, c'est le gros intérêt. En fait, le mur, si on regarde bien, ce qu'avaient remarqué les paysans, c'est que malgré qu'il n'y ait que de la roche, dès qu'il pleuvait, les eaux, elles étaient boueuses. Et l'eau était trouble. Mais quand elle passait à travers le mur en pierre, elle devenait claire. Et donc, c'était sûr qu'il déchargeait ses films. Et donc là, ces murs agissent comme ça, et ça fait des siècles maintenant, qui piègent la terre. Et donc, de la terre, on a l'impression qu'on en a trop. Moi, j'aime beaucoup le côté un peu archéologique du métier. C'est-à-dire que déjà, c'est un métier qui est assez lent, assez réfléchi, et où lors du démontage, on a vraiment tout le temps d'observer, de voir l'ouvrage qui avait été bâti par le passé. J'aime bien ce rythme. Et puis après, ça ramène à un mode de vie qui n'est pas si ancien, où on était quand même tous paysans. Et quelque part, je pense que c'est quelque chose qui m'anime aussi, associé au fait que ce soit manuel et en plus dans un cadre... on est forcément après content de l'ouvrage qu'on vient de réaliser. C'est vrai que c'est souvent une épreuve physique quand même et morale. Et c'est dur de s'astreindre au rangement méthodique de ces matériaux qui sont lourds, qui sont rugueux, rudes. Et donc du début du chantier jusqu'à la fin, donc on est assez content quand on pose la dernière pierre. Nous allons préparer un des plats les plus typiques de la Provence, qui est l'aioli. L'aioli, c'est une émulsion d'ail et d'œuf et d'huile évidemment. Et ce faisant, nous allons vous entretenir un certain temps de la cuisine provençale. La cuisine provençale est une cuisine de terroir, c'est-à-dire qui utilise les produits de la terre d'où elle vient. Petit à petit, l'aioli se monte, se fait sous forme d'une pommade onctueuse qui tout à l'heure va accompagner toute une suite de légumes, ce bazar de légumes comme on l'appelle à Provence, les asperges, la salade doit être cueillie fraîche le matin avec encore des gouttes de rosée, les agneaux de pays, du luberon, du ventoux, les œufs durs, évidemment la morue que l'on a fait dessaler la veille dans de l'eau fraîche et courante, les escargots, les artichauts. On fait tomber goutte à goutte l'huile d'olive, une huile d'olive dont la couleur est, comme vous le voyez, verte, sombre. Tout ça s'épaissit, voilà. Et on se rend compte qu'un aioli est bien monté lorsque, à la fin, on plante le pilon et qu'il reste dedans droit.
L'artiste que nous avons rencontré aujourd'hui est... Oh mince,